faut imaginer qu'à cette époque, je me baladais tout le temps avec un couteau, une bombe lacrymogène. Donc, pour moi, je savais que j'étais en situation de survie en permanence, en fait. J'étais toujours un petit peu sur le qui-vive et c'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, en fait, me poursuit un petit peu, ce mode de fonctionnement de survie. One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Il y a des moments comme ça où on sent qu'il faut partir. Parce que rester, c'est s'éteindre un peu plus chaque jour. Stéphanie, elle, a pris ses affaires et elle a quitté la maison familiale à seulement 20 ans. Étudiante, sans domicile fixe, elle apprend à survivre seule, sans filet de sécurité. Pendant 3 ans, elle compose avec la précarité, enchaîner les petits boulots, chercher un abri chaque soir, suivre malgré tout ses études et parfois accepter des propositions qu'elle aurait peut-être aimé ne pas recevoir. Bref, se débrouiller seule pour manger, pour dormir et pour tenir, tout simplement. Bienvenue dans un épisode poignant et intime. Aujourd'hui, avec Stéphanie, nous allons parler de valises qui ont attendu dans un coin, de ces aides inattendues, parfois gratuites, parfois moins, et d'une cacahuète qui va tout changer. Salut Stéphanie, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Je t'accueille parce que mon amie Virginie, qui est coach et que les auditeurs fidèles de La Petite Voix connaissent, quand elle t'a rencontrée, elle m'a tout de suite appelée, elle me dit « Herveline, il faut absolument que tu rencontres Stéphanie. Cette nana est géniale et elle a un parcours de vie incroyable. Elle va être super dans ta nouvelle Petite Voix. » J'ai tendance à beaucoup écouter les bons conseils de Virginie et je suis ravie du coup de te recevoir aujourd'hui. Bah, j'en profite, hein. Merci beaucoup Virginie, du coup. Je suis ravie d'être, avec toi, aujourd'hui et de pouvoir partager mon parcours. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un moment de vie que tu as traversé il y a une douzaine d'années, si je dis pas de bêtises. À l'époque, tu es étudiante et tu vas te retrouver dans cette situation de grande précarité. Est-ce que tu Mmh. peux nous dire ce qui t'arrive lorsque tu es étudiante? Alors effectivement, en fait, je suis, étudiante, en fac de sport. Je pense que c'est important de dire, j'ai, une superbe famille où je suis, la deuxième de ma fratrie de 4 enfants et en fait, j'ai mes parents qui viennent, des Antilles et qui du coup, je pense ont ce truc de on doit s'intégrer en France. Il faut savoir que mes parents sont arrivés en France à l'âge de 15 et 17 ans. OK. Donc on a un petit peu ce truc de, on n'a pas le droit de parler créole, il faut faire très attention, à l'apparence, à la tenue et cetera, Et il faut surtout pas faire de vagues, quoi. ouais,
C'est ça, rester OK. discret et je me rends bien compte, très rapidement que, je suis pas quelqu'un de discrète, je crois, très clairement. Ou en tout cas, rentrer dans les cases, ça me correspond pas et à un moment donné, du coup, je décide, lorsque je suis à la fac, de, partir à ma découverte, je pense. Comment ça se passe? Tu es en rébellion ou c'est Non. juste à l'intérieur, ça bout? Alors, être en rébellion, c'est un petit peu compliqué dans une famille comme ça. Ça n'existe pas. Ça s'exprime, je pense, par rapport à un mal-être qui s'installe progressivement et puis, cette difficulté à pouvoir, imposer un petit peu mes choix. Mes frères et sœurs sont plutôt, de caractère posé, calme et cetera et moi qui ai besoin de bouger à droite, à gauche, de faire des activités, de sortir ou bien des choses comme ça et en fait, qui me retrouve, un petit peu coincée. En tout cas, je sais que, alors après il y a autre chose, je suis malentendante depuis petite. Du coup, je me mets facilement à l'écart. J'ai du mal, à m'intégrer aussi, en réfléchissant, parce que j'ai quand même été creusée pour essayer de comprendre Ouais, qu'est-ce qui j'imagine. s'était passé. Je pense que mes parents ont fait une fois un choix pour moi et que ça a été l'élément déclencheur de «Ils ne choisiront plus jamais pour moi». En gros, c'est un truc tout con, hein, mais quand je suis passée au collège, je voulais faire anglais-espagnol et ma grande sœur, donc l'aînée, avait pris allemand anglais et mes parents m'ont dit: «Non, tu feras allemand parce que ta sœur fait allemand et que si tu as besoin d'aide pour tes études, elle sera là pour t'aider». Donc en fait, je pense que je l'ai vécu comme je suis incapable de. Si ma sœur ne m'aide pas, je suis pas capable de réussir. Mais en fait, ça a été l'élément déclencheur en tout cas de: «Vous ne choisirez plus jamais pour mes études». Il y a 2 choses que j'entends dans cette petite fille-là. Il y a à la fois quelque chose qui t'isole du reste de la famille, ce handicap de l'audition, mais tout simplement ton caractère qui dénote un peu, qui est presque celui, si j'exagère, du vilain petit canard. Mais malgré tout, on sent aussi une grande détermination parce que pour qu'en sixième, sur, un choix important, mais somme toute anecdotique, tu te dises: «Bah, plus personne choisira pour moi», c'est que tu as quand même un sacré caractère déjà, quelque chose de bien trempé, non? Ouais, je crois. Quand j'étais petite, je disais: «Je m'appelle Stéphanie, l'enfant inventé qui ne peut faire confiance qu'à des nounours». Oh! Donc j'avais vraiment ce truc d'avoir cette sensation de ne pas être comme tout le monde ou de ne pas venir de cette planète ou enfin et oui, je pense que j'avais un sacré caractère. Ma mère, me disait que moi, je ne parlais pas, je criais. Elle me disait que j'avais la main leste, c'est-à-dire que dès qu'on me parlait, je tapais. Donc oui, effectivement, j'avais quand même, un caractère assez, trempé. Quand, j'arrive au lycée, je fais ma première année, je me retrouve un peu en difficulté. On demande à ce que je redouble ou bien que je change de filière. Pour moi, il est hors de question que je redouble et encore pire que je change de filière parce que c'est vraiment la filière scientifique qui m'attirait. Mes parents qui insistent: «Ouais, tu vas pas perdre une année et cetera, vaut mieux que tu changes de filière. Ça va être trop difficile pour toi». C'est vraiment le truc qui revient en mode, comme si je ne suis pas capable de. C'est quoi au fond de toi à ce moment-là? C'est beaucoup de frustration, beaucoup de colère, de la tristesse? Comment tu te sens? Tu vois, c'est assez particulier parce que le fait de replonger dans le passé, mine de rien, émotionnellement, ça monte. Et si je devais me demander c'est quoi l'émotion qui remonte, c'est peut-être, la tristesse de ne pas être comprise. Et J'avais vraiment cette sensation de ne pas être comprise jusqu'à maintenant, hein. C'est une sensation qui perdure, vis-à-vis de mes parents, même si maintenant ils acceptent beaucoup plus, en fait, que je sois différente, tout simplement. ouais, bah, là, on sent que à ce moment-là, ça devient vraiment dur pour toi. Est-ce que c'est là où tu te dis: «Mais je vais partir»? C'est à ce Au moment-là ou moment c'est plus tard? du lycée, je pars déjà une première fois de chez mes parents. Ça aura duré à peine une journée. Franchement, si personne ne m'avait récupérée, c'était une fugue, très clairement. L'envie de partir, elle est vraiment là par rapport, à cette impression, en fait, de ne pas pouvoir exprimer qui je suis et d'être coincée dans quelque chose, en fait. Je crois que tu m'as dit à un moment donné: «Les valises sont prêtes». Tu les as dans un coin de la chambre, quoi. Ouais, alors là, c'est vraiment quand je suis à la fac, du coup. OK. Un moment donné, donc je dois être en 2 année, je sais que j'en peux plus. Donc je prépare des valises dans ma chambre, qui sont là depuis plusieurs mois. Ma mère qui m'a déjà demandé, à quoi servent ces valises et où je lui ai déjà dit: «Ben, c'est pour le jour où c'est trop et où j'en peux plus, pour que je parte». À un moment donné, il y a une dispute qui explose
Et donc là, c'est vraiment, le truc, j'appelle un ami et je lui dis: «Viens me chercher avec mes valises, je pars». On retrouve ce tempérament, quand même très décidé. Tu pars, c'est très clair pour toi qu'il faut que tu partes, mais en revanche, tu as pas de plan B. J'ai pas de plan A non plus. Il y a aucun plan à ce moment-là. Je pars, j'appelle, un ami qui, m'héberge le premier soir et je lui explique, que j'ai pas l'intention de rester chez lui parce que, bah, enfin, voilà, c'est pas, je veux pas mettre en difficulté du Mmh. coup, les personnes, qui m'entourent et à l'époque, j'ai, mon meilleur ami, de la fac qui habite avec un copain. Bah, je lui explique et il me dit: «Bah, vas-y, il y a une chambre, si tu veux, donc viens t'installer avec nous». J'y vais, mais c'est pas pareil d'être ami avec quelqu'un et de vivre avec quelqu'un, hein. J'imagine. Là, on sent le dossier, problème de colocation. Mais oui, Donc, pendant cette période, je me suis beaucoup mieux entendue avec son coloc OK, qu'avec lui. OK. J'y suis pas restée longtemps, j'y suis restée un mois, mais de toute façon, dans ma tête, c'était: «Je ne veux pas être un poids pour qui que ce soit, donc il faut que je trouve, rapidement une solution. Je veux pas dépendre de qui que ce soit». Tu avais des revenus à l'époque? Non, Je crois que cette situation-là, elle va durer longtemps. Elle va durer 3 ans. 3 ans. Comment, pendant 3 ans, tu arrives un peu à te débrouiller pour trouver des hébergements? Eh bien, avec du logement contre service. Donc, c'est des personnes qui t'hébergent gratuitement et en contrepartie, ben, tu leur rends service. Après, je trouve quand même des petits jobs, hein, j'ai enchaîné, des postes. À un moment donné, je suis restée quand même assez longtemps dans cette famille. Je me retrouve du coup en logement contre service dans une famille où il y a 3 enfants. Je crois que c'était 1 an, 3 ans et 5 ans. Donc l'idée, c'était, bah, je devais m'occuper d'eux le matin, les préparer, les déposer, à l'école et chez la nounou, pour le plus petit. Du lundi au vendredi, du coup, je m'occupais des enfants, donc le matin, je les déposais. Une fois que j'avais fini, j'allais travailler. J'avais trouvé un petit poste dans un restaurant, le midi, donc je travaillais on était que 2 avec la gérante, Ouais, donc j'allais directement au travail. Dès que j'avais fini, je me rendais à la fac, mais du coup, je loupais tous les cours du matin. Je partais avant la fin des cours pour aller récupérer les ouais, enfants le soir. Donc, je devais les doucher, leur donner à manger, et cetera. Quand c'était fini, en fait, je pouvais faire des heures de ménage qui, là, étaient rémunérées OK. chez les personnes chez qui j'étais. Chez eux, OK. Sachant que j'étais en fac de sport, donc j'avais aussi des activités Ouais, sportives, des fois le soir. Et puis le week-end, je travaillais au puce de Clignancourt, OK. pour, pouvoir, faire rentrer un petit peu d'argent. Et en fait, le truc, c'est que dans cette famille-là, je ne pouvais pas rentrer après minuit, parce qu'après minuit, l'alarme était déclenchée. Sachant que, c'était dans le 94, RER D, mais un RER qui avait toujours des galères, en tout cas. Et donc quand j'allais au sport le soir, et que j'essayais de rentrer et que l'heure passait sur moi, et ben, c'était là où, bah, il fallait trouver un endroit où dormir. Comment on trouve un endroit où dormir, dans le 94, à minuit passé? Bah, «l'avantage» entre guillemets, c'est que je suis une fille étudiante, J'aurais pas pensé que c'était moche à l'époque toujours pas. et que c'est peut-être plus facile pour une femme de se faire héberger, en fait. Donc voilà. C'est là où tu tombes aussi dans pas mal de choses parce que, bah, c'est facile de se faire de l'argent, en réalité. OK, qu'est-ce que tu essayes de dire par là? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé ensemble en Ouais, off? mais en fait, quand tu commences à mettre des posts sur, comme quoi tu cherches, un job étudiant sur les sites classiques, hein, Oui, de job et cetera, eh bien, tu as plein de propositions. pas très honnête, j'imagine? Voilà, donc tu as vraiment plein, plein, plein de propositions et puis tu refuses une fois, 2 fois et puis en fait, plus tu refuses, plus les enchères montent et du coup, ben, tu peux très rapidement avoir des personnes qui te proposent des sommes astronomiques, pour «pas grand-chose» Oui, entre guillemets, voilà, donc tu finis par, des fois, bah, te dire: «Bon, je fais une fois pour voir si c'est sérieux et oui. cetera» et puis après à dire: «Waouh, j'ai gagné, 300 € juste pour 30 minutes de massage». Et du coup, ouais, très rapidement, en fait, tu, rentres dans un espèce de cercle vicieux où tu dis: «Peut-être que je vais réussir à mettre de l'argent de côté», ce que j'arrive pas à faire, Oui, en travaillant oui. et parce qu'il faut bien me nourrir, il faut bien enfin, voilà et en plus de ça, c'est des solutions, des fois, d'hébergement aussi. Ça détruit, clairement. Eu un processus de reconstruction derrière. Parce qu'évidemment des hommes ont abusé de la situation.
Pas forcément abuser de situation parce que je pense que malgré tout, j'ai eu une très bonne éducation qui m'a toujours permise de, mettre des limites. Donc de ne pas accepter certaines choses et cetera. J'acceptais pas, je vais dire vraiment les choses, hein, Oui. j'acceptais pas, les rapports sexuels. Donc il y a jamais eu de Oui. pénétration ou bien des choses comme ça. Même comme ça, en fait, au final, ça n'empêche pas qu'on a toute une remise en question derrière et cetera c'est presque assez marrant parce que, ben, c'est limite plus facile de se faire payer cher en ne faisant pas d'actes sexuels qu'en en ayant. Et même sans passer par là, au final, il y a quand même une ch un côté où, tu te sens sali, malgré tout. Et oui, je voulais y venir parce que j'entends, que toi, tu t'es fixé des limites que tu as réussi à tenir et déjà bravo pour ça parce que je sais pas si c'est toujours simple de tenir ça, mais malgré tout, on est dans un espèce d'échange qui effectivement peut potentiellement, nous faire, du Ouais. mal. Faut imaginer qu'à cette époque, je me baladais tout le temps avec un couteau, une bombe lacrymogène. Donc, pour moi, je savais que j'étais en situation de survie en permanence, en fait. J'étais toujours dans un petit peu sur le qui-vive et c'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, en fait, me poursuit un petit peu, ce mode de fonctionnement de survie. Il y a quelque chose de l'ordre de l'hypervigilance. Ouais, Tu ne pouvais jamais te reposer et malheureusement, c'est ouais, encore là maintenant. ouais, je me suis retrouvée dans des situations même, là, récemment, où je me rends compte qu'en fait, c'est pas normal de réfléchir comme ça. Mmh. Donc ouais, le système de survie qui s'est déclenché. Comme je disais, j'ai eu une très bonne éducation, hein. Ça me permettait de mettre du cadre Mmh, et même mmh. avec les personnes que j'allais rencontrer, le cadre, il était fixé avant. Mais c'est là où on imagine tous ces grands dangers auxquels tu t'es exposée, auxquels s'exposerait n'importe quelle jeune femme dans cette situation-là. La chance que tu avais, c'est que tu avais cette éducation, ce tempérament qui t'ont permis de te préserver autant que faire se peut. Mais Ouais, malgré tout, ça hem, détruit quand même. À ce moment-là, je pense que j'avais l'impression aussi de vivre par ça. Parce que c'était le seul moment où on me portait de l'attention. Ben, pendant cette période-là, en fait, la famille chez qui j'étais, bah, c'était vraiment, en fait, on se croisait juste, bonjour, au revoir, vraiment vite fait et le reste du temps, j'essayais au maximum d'être en dehors de la maison pour ne pas déranger et cetera. Donc en fait, ouais, c'était le seul moment où j'avais l'impression d'exister un petit peu. Donc ça a été très compliqué parce que ça a créé une forme de dépendance aussi au contact physique par la suite. C'était un moyen de mettre de l'argent de côté pour pouvoir prendre un appartement. J'arrive, à m'en sortir, à peu près avec ce que je gagne, correctement. Maintenant, il faut que j'arrive à me sortir de cette situation-là et donc comment? Bah, il me faut plus d'argent et du coup, à un moment donné, j'avais réussi à mettre un petit peu une bonne petite somme, de côté. est-ce qu'au fond de toi, à ce moment-là, tu as toujours de l'espoir ou par moments Ah c'est non, là, foutu? je suis au fond du trou à ce Ah moment-là. OK. Non, là, très clairement, psychologiquement, je suis au fond du trou. Même la famille chez laquelle je suis le voit. Donc, je suis en pleine dépression. Je suis vraiment en train de couler. Est-ce que tu es, profondément, comme on l'imagine dans de la dépression triste, où il y a beaucoup de colère? Non, même pas. Je pense que j'ai même pas vraiment conscience, en fait. Je suis pas sûre d'avoir conscience vraiment de ce qui se passe, puisque c'est mon choix en même temps. J'ai décidé de partir. J'ai décidé de me mettre dans cette situation. Donc, je peux pas être en colère contre quelqu'un alors que j'ai pris cette décision-là. Je suis très croyante. Donc, ça ne me quitte pas cet aspect-là où je pense que c'est ce qui me rattachait. Parce que du coup, je prends des temps où, mine de rien, bah, en fait, voilà, c'est la personne à qui je parle. Je me raccroche au fait que je sais que, bah, il est là et qu'il me protège et que, quoi qu'il en soit, il sera à mes côtés, sur le chemin que je suis en train de faire, même si mes choix ne sont pas forcément les bons, voilà, que je peux m'appuyer quand même sur lui donc Est-ce que parfois ça te traverse l'esprit, l'idée de revenir chez tes parents? non, surtout pas. Pour moi, même dans la difficulté, je suis libre. Là, dans cette situation-là, OK. pour moi, c'est assez marrant, mais j'ai l'impression, même avec le recul aujourd'hui, ça a été les meilleures années de ma vie, malgré tout. Parce que c'est ces épreuves et toute cette situation qui a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Ça fait 3 ans que tu es à la rue et puis il y a un moment où vraiment, la vie va venir, te botter le cul. J'avais dit que je le dirais pas en entretien, mais tu vois, c'est comme ça que ça me vient. Voilà. Je trouve un logement étudiant. Je m'installe, avec ma sœur dans ce logement étudiant. Tu as renoué avec ta famille à ce moment-là? Ben, je crois pas avoir coupé les ponts OK, avec mes frères et OK. sœurs.
et très rapidement, en fait, j'ai recréé du lien avec mes parents, à l'issue, de toutes ces histoires et cetera. En fait, comme je disais tout à l'heure, je mettais de l'argent de côté pour prendre un appartement. Oui, Dans ma tête, il fallait que j'ai un appartement et à un moment donné, donc je commence à faire des recherches d'appartements et cetera et je trouve un appartement, OK. sauf qu'il faut un garant et donc là, mes parents qui me disent: «Tu auras un garant que si ta sœur, prend l'appartement avec toi». J'avais trouvé dans le 94 un grand appartement avec 3 chambres Oh! à un prix qui me paraissait abordable étant donné que moi, je gagnais ma vie et du coup, je fais toutes les démarches, je dépose la caution, je fais tout ce qu'il faut à faire. La remise des clés est prévue le lundi Ouais. et en fait, entre le samedi et le lundi, ma sœur qui me dit: «Bah, finalement, je le prendrai pas parce que je me sens pas capable de le financer» et en fait, toute cette liasse d'argent que j'avais, bah, en fait, je l'ai perdue à ce moment-là Oh et mon donc dans ma Dieu! tête, c'est alors là, je suis dans la famille, à qui j'ai annoncé que lundi, je pars, qui a déjà trouvé quelqu'un pour me remplacer. J'ai plus un sou parce que j'ai tout mis dans la caution et dans le enfin, voilà et en fait, il faut que je libère ma chambre avec, bah, ça faisait plusieurs mois que je vivais chez eux, donc avec tout ce que j'ai amassé comme affaires chez eux et donc j'ai une journée pour pouvoir libérer ma chambre et je sais pas où je vais. Sachant que là, c'était vraiment une période difficile parce que comme je disais, à ce moment-là, j'étais vraiment en dépression et en Mmh. fait, c'était un peu, un appartement, je sors Mais la oui, tête de l'eau oui, c'est ça et là, on te remet et en bien la fait, on tête me sous remet l'eau. Ouais, c'est ça. la tête dans et pendant cette semaine juste avant, j'ai une personne qui me contacte sur les réseaux sociaux et qui me dit: «Est-ce que tu t'appelles Stéphanie?» Sachant que sur les réseaux sociaux, je m'appelle pas Stéphanie et je lui dis: «Mais, tu qui? Bah oui, D'où où est-ce que tu as eu mon te contact?» et il insiste: «Dis-moi, tu t'appelles Stéphanie?» et cetera. Il me dit: «De toute façon, je sais que c'est toi». Je comprends pas, je regarde les amis qu'on a en commun. On a un seul ami en commun, quelqu'un des plus de Clignancourt que je connais à peine. Je vais le questionner, du coup, cette personne que je connais qu'on a en commun, qui me dit: «Oui, que c'est quelqu'un qu'il a rencontré en formation et cetera». Il le connaît pas plus que ça et en fait, je trouve ça trop bizarre. Je lui dis: «Bah, organise-nous une rencontre, mais en tout cas, OK. j'irai pas toute seule» et en fait, quand je vais le rencontrer, il me dit: «Bah, je ne sais pas. J'étais à une réunion de prière. On m'a dit: "Tu vas rencontrer une Stéphanie"». Et quand je suis, tombée sur ton profil Facebook, je savais que c'était toi. Donc ça s'est fait dans la semaine juste avant ce truc-là. À ce moment-là, c'est la seule personne que je vois que je peux contacter et donc je l'appelle, il me dit: «J'arrive». Il vient chercher mes affaires en voiture, il m'embarque chez lui et en fait, il me met son appartement à disposition et je suis restée vivre chez lui 6 mois et il ne me demande rien du tout. J'étais à 5 minutes de la fac, donc vraiment le truc mais Incroyable. improbable et en fait, bon, bah, dans la foulée, forcément, je voulais pas non plus, rester dans une situation comme Oui, bien ça et sûr. cetera. Je continue quand même mes recherches d'appartements Oui pour, trouver un appartement avec ma sœur et donc on en et vient, tu trouves un logement étudiant et peu de temps après, je suis tombée enceinte. surprise! Yes! Évidemment, ce bébé n'était pas prévu. Pas du tout. Tu réagis comment quand tu découvres et que tu comprends que tu es enceinte? Alors, c'est un peu particulier parce que la personne dont je tombe enceinte, en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui voulait absolument un enfant, qui voulait, Ah se oui! poser. Alors, ça faisait 5, 6 ans qu'on se connaissait, je crois. OK. Je l'avais rencontré en Martinique, mais il s'avérait qu'il habitait juste à côté de chez moi en France. OK, en métropole. OK. Donc, le hasard, de fou et donc, on avait fait connaissance comme ça et sauf qu'il était reparti vivre en Martinique, parce qu'il avait eu des soucis en France et cetera et en fait, quand je trouve mon logement étudiant, il me dit, «Bah, j'aimerais bien quand même qu'on essaye de construire quelque chose ensemble». Même à Je distance? Voilà et je lui dis: «Mais à distance, c'est pas possible, quoi» et en fait, il me dit: «OK, ben, je viens m'installer en France» et donc il débarque en France. Ben, en fait, il reste un mois avec nous dans l'appartement. Je pense à ce moment-là qu'il vient vraiment pour voir comment les choses se mettent en place et cetera, et en fait, il me dit: «Bon, bah, j'ai pas tout fini bouclé, tout ce que j'ai à faire, aux Antilles, je repars et je reviens» et il repart là-bas et j'apprends que je suis enceinte pendant qu'il est là-bas. Tu apprends que tu es enceinte, ça n'était pas prévu, mais c'est pas cet homme-là, tu le connais, tu es encore, en lien avec lui, mais quelle émotion tu ressens le jour où, sur ton test là, tu vois les 2 barres? Je sais pas trop comment réagir, en fait. Je fais une échographie, mais je suis déjà à presque 3 mois. On me montre une cacahuète qui bat des bras comme ça et là, dans ma tête, c'est: «Oh, il est déjà aussi fou que moi, c'est parfait». Je peux plus rien faire, je suis coincée. En fait, c'est enfin, je le vois vivre, je le vois Il est là. bouger, il est là. Ce que tu dis par là, c'est qu'en fait, l'option d'interrompre la grossesse peut-être, n'en est C'est pas une? ça m'a même pas traversé l'esprit OK. à partir du moment où j'ai vu ma cacahuète bouger les bras. Il y a quand même ce truc des médecins où, vraiment je le vis très, très mal, le côté où,
Bah, les premières questions, c'est, «Est-ce que vous voulez avorter? Est-ce que vous voulez le faire adopter?» et cetera et où en fait, ça me fait tellement peur que j'ai pas fait mon suivi de grossesse Est-ce que les médecins te posent la question parce qu'ils sont au courant de parce que la je suis précarité jeune. dans laquelle tu vis ou juste ton âge? La première impression, c'est parce que je suis jeune et que je fais très jeune. J'ai l'impression, dans le récit que tu en fais, c'est qu'en fait, tu as eu toutes ces années sombres dans la rue et dans la grande précarité et dans la dépression et là, tu tombes enceinte. Là, ta petite voix, elle te le dit: «Maintenant, on va y aller, on retrousse les manches et puis c ça Ouais, ça va en ça va fait bien se passer». j'ai tendance à le dire, même si c'est pas bien, mon fils m'a sauvé la vie. Pour moi, c'est vraiment ça, parce qu'à ce moment-là, je me dis, «Bah, en fait, lui, il a rien demandé. Je peux pas me permettre de l'avoir dans une situation instable et donc il va falloir que je me bouge. Il va falloir que les choses changent, il va falloir que je me trouve une situation». À ce moment-là, du coup, comme je suis en logement étudiante, pour moi, si j'arrête la fac, j'ai plus de logement OK, donc ça veut et dire qu'il faut repartir à la chercher chasse un au logement, logement. sachant que ma sœur avait fini ses études à ce moment-là. Donc pas de logement non plus, elle est plus Donc étudiante, elle, OK. voilà et oui, en fait, donc pour moi, il faut que je trouve rapidement, avant d'accoucher, un endroit pour m'installer avec mon fils. À ce moment-là, dans ma priorité, c'est il faut que j'ai un logement avant d'avoir mon fils et forcément, si je veux un logement, il faut que je travaille. Alors, faut repartir du principe que quand je tombe enceinte, je travaille à ce moment-là en tant que barmaid, en parallèle de mes études. Quand je découvre que je suis vraiment enceinte, eh bien, j'ai mon ancien employeur qui, du coup, me demande de lui faire une lettre de démission et moi, jeune, que je suis, qui ne connais rien au droit du travail, je lui fait une Beh oui, belle lettre de démission parce que je me sens coupable, parce que pendant une semaine, j'étais tellement malade que je n'ai pas été au ah tu as été travail. mal OK, Donc j'ai plus de revenus pour financer un logement. Bref, OK. j'ai mes parents qui, à ce moment-là, me proposent de revenir chez eux. Avant de vouloir revenir chez mes parents, j'écume tous les logements sociaux possibles, logements pour, jeunes, parents, isolés, machin truc et cetera. Sauf que tant que l'enfant n'est pas né, j'ai droit à rien. Donc en gros, ils me demandent d'accoucher dans la rue et Mais de venir après. Inconcevable mais pour non, moi, oui, c'est forcément. pas une option Donc je suis retournée chez mes parents, mais pour moi, ça ne devait pas excéder un mois. J'avais un mois pour trouver une solution et tu l'as trouvé? et j'ai trouvé ma solution. Alors, j'ai trouvé un CDD à temps partiel sur 6 mois, je crois, mais je travaillais que le matin. Trouver un logement quand on est en CDD à temps partiel et grosse, Ça en commence à gros, faire c'est beaucoup, ça commence à faire beaucoup, c'est compliqué, surtout quand on sait que le papa ne sera pas là. Le papa, il est jamais revenu, après ça. Donc je commence à faire des visites comme si j'avais de l'argent et à un moment donné, je visite un appartement tout neuf. Il vient tout juste de sortir de l'emballage, en duplex, avec 2 chambres et je me dis: «Oh, c'est celui-ci, il me faut celui-ci, il est bien placé et cetera, à proximité de tout». Je me dis: «C'est lui». Sauf que j'ai clairement pas les moyens. Je suis à temps partiel. Je me retrouve avec un loyer qui est plus élevé que ce que je ne touche, mais c'est lui et et en comment fait, ouais, j'ai harcelé le propriétaire. Mais vraiment: «Je vais m'en sortir, vous inquiétez pas, je ferai tout, pour pouvoir, payer vos loyers et cetera». Enfin vraiment, je lui montre que j'en veux et ça fait 12 ans que j'y suis. ah génial! OK, donc du coup, tu vas pouvoir aménager, je crois, juste avant ton accouchement. Un petit peu plus d'un mois avant. Donc ça, c'est le 1er pas vers le Le retour à À une vie stable. ouais, voilà. Je crois que sur ton chemin, après ce propriétaire qui va être touché peut-être par toi et qui va croire en toi, en tout cas, il y a d'autres personnes qui vont croire en toi. Tu me disais que tu as trouvé du boulot, et pas n'importe lequel, avec ton ventre de femme enceinte? Effectivement. Alors, du coup, là, j'avais mon petit CDD, qui m'a bien, bien dépannée, mais pendant cette période-là, je savais que c'était pas, enfin, que j'allais pas travailler derrière, Ouais. avec eux, donc à ce moment-là, je me demande qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai toujours été dans le milieu du sport et en fait, je cherche, une formation en alternance, du coup, à ce moment-là. Enceinte, sur un vélo, je commence à démarcher les salles de sport. Mais c'est assez marrant parce qu'en fait, j'ai commencé à faire vraiment du sport quand j'ai su que j'étais enceinte. Je me suis inscrite en salle de sport quand j'ai su que j'étais enceinte parce que pour moi, il fallait que je sois en santé. C'est pas anodin dans ton parcours de vie de te remettre en santé à ce moment-là précis où ça y est, tu vas reprendre pied et puis
reconstruire une Mmh. vie, avec des bases solides et saines. Donc tu vas le trouver en plus cet employeur, pareil, qui va te faire confiance au moment où tu es enceinte, qui va dire: «Bah OK, après ton congé mat, tu fais Donc ton alternance avec nous?» je suis, embauchée dans une salle de sport du coup, qui en plus me finance, ma formation et j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. Ouais. Et puis je crois qu'il y a une troisième bonne étoile quand même dans l'histoire. Là, plus à titre perso, tu vas rencontrer un homme peu de temps, avant d'aménager? Alors c'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis un certain temps OK. aussi, qui, peut-être, 1 semaine avant que je trouve mon appartement, vient me dépanner, informatiquement parce que j'avais un bug sur mon ordinateur et en fait, il va rester dans ma vie pendant 4 ans. Dans ta vie et du coup dans celle de ton fils. Voilà, donc oui, il arrive en fait en fin de grossesse. Je me suis demandé à un moment donné s'il n'était pas resté pour le petit parce que franchement mais j'ai vraiment eu cette impression que c'était son père parce qu'en fin de Oh! grossesse, c'était vraiment il rentrait, il arrivait, limite il me calculait pas, il s'adressait directement à mon ventre, Ah oui, «Coucou mon donc il était bébé», tellement investi. jusqu'à maintenant malgré le fait qu'on n'est pas ensemble et ben, il continue à avoir le petit, à le prendre, et cetera donc OK. il s'est vraiment investi dans voilà, dans l'éducation du petit et cetera donc voilà. Et j'imagine que dans le parcours que tu nous as décrit tout à l'heure, où notamment la femme que tu étais a été, profondément blessée, est-ce que cet homme-là a participé aussi à cette reconstruction-là? Ben, très, très clairement parce qu'il a fallu apprendre à me toucher. Donc ça, Et ouais. c'était très, très compliqué. Il fallait faire avec les crises de panique, avec, et cetera et puis même après, bon, après grossesse aussi, parce que c'est un autre corps. Il a très fortement contribué à ce que je me reconstruise. En fait, enfin pareil, j'ai tendance à dire, que il est intervenu un peu comme s'il de il était là au moment où je devais me reconstruire, Mmh. en fait, donc pour que je puisse avoir quelqu'un sur qui m'appuyer. Parce que je pense que s'il n'avait pas été là au début, il y aurait peut-être plus de bébé, hein. En fait, c'est très difficile de passer de la rue à un endroit fixe. Ça a Ah été oui? un combat pour moi parce que je n'avais plus ma liberté. Ah tiens, on y Et revient. ça m'est venu j'ai compris, en fait, les parents qui disparaissent et qui abandonnent leurs enfants. Quand j'étais à la rue, ça ne va pas, je pars. J'ai pas d'endroit fixe, donc à partir du moment où quelque chose ne me convient plus, j'ai juste à faire mes valises et à partir, en fait. Alors que là, j'étais coincée et donc ça a été très compliqué à plusieurs reprises. Je me suis vue partir, refaire mes valises, en fait, les préparer et être prête à partir et en fait, à me dire: «Mais tu peux plus, tu as pas le choix, lui, il a rien demandé». Mais oui, ça m'a traversé, nombre de fois l'esprit de me Eh oui. dire: «Bah, en fait, c'est trop dur». Il y a quand même, dans ton parcours quelque chose d'étonnant et qui est beau en fait et vraiment pour moi porteur d'espoir, aussi parce que tu as, fait ce qu'il fallait pour, mais il y a ce truc de, tu sais l'expression de: «On traverse la nuit noire de l'âme» mais tout d'un coup, toi ça va être avec cette grossesse, quand, toi tu décides que tout d'un coup là, ça suffit, en fait, ça y est, j'ai touché le fond et puis il faut que je remonte, tout va un peu s'aligner. Ouais, effectivement, la page se tourne, assez rapidement, mais enfin, je pense qu'un enfant, en fait, au final, c'est un petit peu un espoir. Ça donne une raison de vivre, une raison d'être. C'est assez marrant parce que du coup, ça me fait penser à cette, recherche de liberté et cetera en permanence et où au final, je me suis moi-même créé ce truc qui m'empêche d'être libre. C'est ce truc qui me permet d'avancer, en permanence et même dans chacun des combats que j'ai même aujourd'hui, bah, je me dis: «Ben, tu sais pourquoi tu le fais en fait, Eh oui. et tu peux plus baisser les bras». Alors que oui, il y a eu des moments où j'avais juste envie de baisser les bras et d'abandonner. Tu lui dirais quoi aujourd'hui à cette Stéphanie qui est, au fond du fond et qui ne voit pas d'espoir, en fait? Ben, comme tu l'as très bien imagé tout à l'heure, il faut couler pour pouvoir prendre appui sur le sol et la piscine est remontée. Donc tu lui dirais: «Attends d'avoir touché le fond et tu vas remonter». Ouais, en fait, c'est ça, c'est que, en fait, je crois que c'est vraiment ce truc qu'il n'y a pas de hasard dans quoi que ce soit. Les personnes qui passent par des choses difficiles, c'est qu'elles ont des choses à en tirer. C'est une construction, c'est que ça va permettre de devoir sortir tous les outils dont cette personne, elle a besoin pour devenir et être ce qu'elle doit être. Et donc je pense que c'est vraiment important de, vivre le processus, même s'il est difficile, mais en se disant que c'est un passage parce que derrière ça,
c'est sûr qu'il y a des choses magnifiques qui vont arriver. Tu es une tellement belle illustration. Merci. Je vais conclure avec les quelques questions rituelles que j'aime poser à mes invités. Est-ce que, dans ce parcours-là, il y a eu, peut-être un rituel, quelque chose qui t'a permis de maintenir, cet espoir-là? À ce moment-là, là, je pense que la seule chose, à laquelle je me raccrochais, c'était Dieu. La prière? Ouais, la prière. Ben, c'est celui à qui on peut parler en tout temps, à chaque moment et face à n'importe quelle difficulté et cetera. Est-ce que tu as eu des lectures qui t'ont aidé également? À cette époque, non. Maintenant, oui, parce qu'il faut travailler sur soi après. J'imagine que quand on est, à la rue, on n'a pas le luxe de se dire: «Tiens, je vais me poser avec un bon bouquin et une tisane», quoi. Non, je crois pas. C'est pas c'est pas ce à quoi on pense principalement. Par contre, c'est vrai que j'aimais beaucoup lire, donc je pense que c'était si je devais lire, ça devait être plus, des choses pour m'évader, mais pas, des choses qui me permettaient de grandir, en tout Oui, cas spécialement. j'aimerais savoir maintenant, et pour terminer, Stéphanie, si tu es heureuse? Ouais, en tout cas, je travaille pour l'être tous les jours. En fait, c'est marrant parce que, quand on passe par ce genre de moment, je pense qu'on prend conscience que, c'est nous qui choisissons si on est heureux ou pas. Parce que même dans les moments difficiles d'aujourd'hui, je sais que je suis heureuse. Donc voilà, j'ai la possibilité de me dire de: «C'est juste un moment compliqué, mais t'inquiète, on sait pourquoi. C'est qu'il y a un truc génial qui arrive derrière». OK, je finis, je sais pas, entre rire et larmes, quelque part là. C'est One, certainement le two. cas aussi des personnes qui nous ont écoutés. Merci tout simplement, je sais même plus quoi te dire. Si. J'ai juste envie d'arrêter l'interview et de venir te faire un gros câlin et merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup à toi. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Creates your horizon. Where your mind is a space that creates.